Donc, bonsoir à tous et encore bienvenue à ce meet-up cross-communauté. Donc, j'espère qu'après cette présentation, on ne va pas tout le temps être chamaillé entre développeurs Android et iOS. Donc, je me présente, je suis Mohamed Benis et je suis actuellement consultant chez Octo Technologies en tant que développeur Android. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie qui va permettre d'utiliser au fait du code et l'utiliser sur iOS et Android, qui est Kotlin multiplateforme, et plus précisément le développement d'une bibliothèque multiplateforme pour Android et pour iOS. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer un peu le concept derrière Kotlin multiplateforme, comment on va pouvoir l'utiliser, le configurer, et puis par la suite, comment on va pouvoir mutualiser de différentes manières avec cet outil. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kotlin ou qui ne viennent pas du développement Android, un début de présentation donc, sur ce langage, c'est un langage qui est développé par JetBrains donc, depuis 2011. Il a été officialisé en 2017 par Google, donc support officiel pour le développement Android, puis par la suite recommandé pour le développement Android en 2019. Et depuis la version de Kotlin 1.2 en novembre 2017, il y a eu la possibilité de faire des projets multiplateformes, donc qui est encore expérimental, dont je vais vous présenter comment faire par la suite. Donc, en tant que fonctionnement, donc vous l'avez deviné, on va utiliser du Kotlin et différents outils parce que c'est une technologie qui est multiplateforme, et une technologie multiplateforme, généralement, ça se base sur un certain langage, par exemple ici Kotlin, ou un autre exemple JS comme React Native, et à partir d'une certaine transpilation, on va pouvoir générer des fichiers qui sont binaires. Ici l'exemple, donc on a du Kotlin plus le plugin qu'on va appeler Kotlin multiplateforme, qui derrière, ce qu'il va faire selon les cibles qu'on va utiliser, donc dans notre cas, ça va être soit iOS, soit Android, va utiliser différentes technologies. Donc, on aura Kotlin native pour la génération de tout ce qui est binaire, par exemple macOS ou des applications iOS. Donc, ici, j'ai l'exemple d'une application iOS. On va générer un fichier de type .framework. Et pour tout ce qui est Android, on va utiliser Kotlin JVM. Et derrière, va générer un fichier de type .aar, du coup, pour une application Android. En termes d'environnement de développement, c'est un environnement de développement assez simple. Pour ma part, ce que j'ai utilisé donc, pour un projet global multiplateforme, donc Android Studio pour un projet Android en faisant du Kotlin, du Swift sur Xcode pour un projet iOS, et le module dont on va s'intéresser plus, qui est le module Shared Code, qui est fait aussi sur Android Studio et qui utilise Kotlin, qui est du coup le même environnement de développement qu'un projet Android. Du coup, maintenant, on va plus se focaliser sur la partie Shared Code. Donc, on va parler un peu d'architecture multiplateforme et tout ce qui est configuration. Donc, au niveau de ce module-là, on aura besoin de différents source sets, et chaque source set a un certain objectif. Donc, les principaux, on a le premier qui est Common Main, qui lui, au fait, c'est là-dedans qu'on va mettre tout ce qui est code qui sera utilisé sur Android, sur un projet Android et iOS. Le deuxième, ça va être Common Test, qui sera la partie pour pouvoir tester le code qui est dans Common Main. Et deux autres source sets qui sont assez spéciaux, donc Android Main et iOS Main, qui vont, eux, dans lesquels on va pouvoir avoir du code spécifique à une certaine plateforme, parce que même si on fait du multiplateforme, on ne va pas tout le temps coder ou faire du code en une seule fois. Des fois, on a besoin d'ajouter des implémentations spécifiques à une certaine plateforme. Donc, en termes de configuration, ici, c'est l'exemple du build.gradle qu'on va utiliser pour la partie Shared Code. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le build.gradle et qui font de l'iOS, c'est un peu l'équivalent à, par exemple, Cocoa Pods plus les différents outils fournis par Xcode pour créer des scripts, etc. Ici, ça va se faire en plusieurs parties. Donc, on aura la partie pour définir les différents plugins. Donc, le premier, qui est le plus important, c'est le plugin Kotlin multiplateforme dont je vous ai parlé.
Le deuxième, par la suite, on a Android Library qui est d'ailleurs facultatif, mais qui va nous permettre d'appeler des fonctions natives à l'OS. Et le dernier, qui est assez nouveau, qui est un plugin CocoaPods. Et c'est ce plugin-là qui va nous permettre plus facilement de linker au fait la bibliothèque qui sera générée avec le projet Xcode. Parce qu'avant ce plugin-là, on le faisait à la main sur Xcode en créant des scripts pour cela. La deuxième partie, donc ça va être la définition des targets. Il faut bien définir les targets si on veut de la génération de fichiers pour iOS et Android. Donc la partie iOS est un peu spéciale parce qu'on va pouvoir séparer soit par exemple si on veut builder pour un émulateur iOS, soit pour un vrai device iOS. Et la deuxième partie, du coup, ça va être le preset du coup Android qui se tient sur une ligne. Sur la partie iOS, on va bien définir que ça va générer des binaires de type framework et dans le nom sera là dans l'exemple du coup shared code. Et finalement, la dernière partie qui est les sources dont je vous ai parlé, à définir. On a Common Main, Common Test, Android Main et iOS Main. Et pour chaque source, on va pouvoir définir des dependencies qui sont en fait des bibliothèques qu'on va pouvoir utiliser dans chacun des sources. Donc je vous ai parlé de Android Main et iOS Main, du fait qu'on l'utilise pour faire des implémentations spécifiques à une plateforme. Du coup, comment on va pouvoir faire ça? Et donc, grâce à Kotlin multiplateforme, on a un certain mécanisme qui s'appelle expect et actual. Ici, j'ai pris l'exemple d'une fonction simple qui va utiliser des fonctions spécifiques à un OS et qui va retourner le nom du device. Donc, on aura une fonction à définir dans notre common main qui va s'appeler getDeviceName qui retourne une string. Et à côté, on a le mot expect. Alors, c'est quoi le mot expect? Ça va être le mot-clé qui permet de dire, en fait, j'ai besoin d'une implémentation qui est native. Par la suite, on aura implémenté les différentes implémentations sur iOS Main et Android Main avec le même nom de fonction et leur implémentation. Et à côté, le mot-clé actuel pour dire, voilà, en fait, l'implémentation qui est native à la plateforme. Vous pouvez remarquer que sur les deux côtés, on a différents imports. Donc, on a un import qui est android.os.build qui permet du coup d'utiliser la fonction native pour récupérer le nom du device. Et côté iOS, on a UIKit qui est un import qu'on utilise aussi sur des projets iOS et qui lui aussi va nous permettre de retourner le nom du device. Et côté du coup application, donc là j'ai pris les exemples sur une application Android et une application iOS. Donc comment on va pouvoir utiliser ce qu'on a créé dans la partie shared code. Donc on a une activity pour Android et il suffit juste d'ajouter le import getDeviceName et utiliser directement la fonction. Bon, c'est vrai que c'est pas suffisant. Il faut quand même dans le build.gradle de Android ajouter implémentation shared code pour pouvoir du coup lier le code à notre application Android. Et pour iOS, comme je vous l'ai expliqué, c'est en utilisant le plugin CocoaPod pour pouvoir le faire. Sur le projet Xcode, du coup, on aura import notre bibliothèque qui s'appelle shared code et utiliser du coup la fonction directement. Donc là, ce qu'on a vu, c'est ajouter une fonction qui appelle des implémentations natives et qu'on utilise dans différentes applications, donc iOS et Android. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un exemple de mutualisation qu'on va juste écrire dans notre common main sans implémentation native. Mais par contre, on va pouvoir utiliser des bibliothèques qui sont externes et qui vont nous faciliter la mutualisation de code. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'injection de dépendance. On peut utiliser c'est utilisé dans pas mal de projets généralement, que ce soit à la main ou en utilisant d'autres bibliothèques comme Dagger pour Android. Et ici, j'ai pris un cas simple d'un service qui a besoin d'un barista, un cuisinier pour pouvoir générer une commande complète. Et j'ai utilisé la bibliothèque qui s'appelle Codein. Donc ici, c'est vraiment juste un cas simple pour illustrer l'exemple. Et donc, ça va être le bind de différentes implémentations avec leurs interfaces.
et une fonction au final getService qui va nous permettre de récupérer l'instance directement et utiliser sur les différentes applications. Donc, comme je vous l'ai montré pour le premier exemple, c'est la même chose. Donc, ajouter les imports et directement faire l'appel à l'objet qui va nous permettre de récupérer l'instance. Donc, le Kotlin DI, dans les deux cas, je l'ai instancié by lazy, que j'ai récupéré par la suite, et pour appeler la commande du service. Et du coup, par rapport à la bibliothèque externe, comment on va pouvoir l'utiliser? Donc, c'est comme les sourcettes, comme je l'ai défini tout à l'heure, il suffit d'ajouter la bibliothèque qu'on veut à la sourcette du coup, qu'on utilise, qui est du coup common main, et ajouter codeine erased. Alors, par la suite, je vais vous parler d'un dernier cas, parce que là, vous avez vu qu'on peut mutualiser une fonction, on peut mutualiser une classe, etc. Ce cas-là, en fait, c'est un POC que j'ai réalisé qui a un convertisseur de devises qui permet d'aller d'une devise à l'autre, par exemple le dollar en euros. Et mon objectif avant de créer ce POC-là, c'était au fait de faire l'UI purement natif sur les deux applications. Donc Android App et iOS App, on n'aura que du natif. Et avoir en fait toute une architecture modulaire qui permet d'ajouter plein de fonctionnalités comme les appels réseau, les injections de dépendance, etc. et laisser l'UI au développement natif. Ce que ça donne côté architecture, je suis parti un peu loin sur une petite architecture équivalente à la CleanArchi. Donc vous pouvez voir, en dehors du shared code, on aura nos différentes applications qui est de l'UI natif iOS Android. Et sur la partie shared code, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'interfaces et d'implémentations, donc notamment l'interacteur pour tout ce qui est logique métier, le repository pour faire des appels réseau ou utiliser des bases de données SQLite par exemple, du présenteur, etc. Et je me suis pas mal aidé par des différentes bibliothèques externes pour faire cela le plus rapidement possible. Donc la première qui est au fait l'exemple que j'avais fait, qui est Codeine pour les injections de dépendance. J'ai utilisé aussi du Ktor pour tout ce qui est appel réseau, qui est au fait un framework qui permet aussi de faire des API externes, mais qui peut être utilisé aussi côté client. Le troisième, donc SQLite pour tout ce qui est base de données SQLite, et les coroutines pour tout ce qui est thread. Alors il y en a certains, ils vont se dire, ok, les coroutines, en fait, ça n'existe pas sur iOS. Et comme je vous l'ai présenté, ça va être grâce au expect actual qu'on va pouvoir un peu détourner ça et utiliser au fait l'implémentation qui marche du coup côté iOS. Pareil par exemple pour SQLite, on n'est pas tout le temps en fait forcé de tout réimplémenter deux fois, mais des fois il suffit juste de l'instanciation d'un objet. On peut avoir juste un paramètre qui est différent. Et du coup le fait d'ajouter un expect actual, ça nous permet de gérer en fait cette différenciation entre les deux plateformes. Alors ici, âme sensible s'abstenir parce que c'est du code généré. Donc en fait, c'est le code généré dans la partie shared code. Et c'est un header en fait. Et quand on essaie de lire, bon, on arrive à définir quelques mots à l'intérieur, surtout si on connaît le code, si nous-mêmes on a fait le code. Pourquoi je montre cette slide? Parce que c'est important de dire il faut bien documenter, donc surtout si vous venez du développement Android et que c'est vous qui avez fait la bibliothèque partagée, il faut bien documenter au fait la bibliothèque pour que ça soit utilisé et ça soit intéressant pour les développeurs iOS dans leur projet iOS. Quelques warnings par rapport à mon retour d'expérience. Donc le premier c'était, on n'a pas parlé des tests, mais du coup le premier c'était les tests, j'ai réussi seulement à les faire côté JVM parce que j'ai utilisé une bibliothèque de mock qui est utilisable que sur la JVM. L'exemple concret, c'est que si on prend par exemple les deux plateformes, on a la JVM et l'émulateur iOS. Si par exemple la bibliothèque utilisée derrière, elle n'est pas mappée, donc il n'y a pas de transformation sur iOS, eh bien l'IDE il va juste vous dire, bah, au fait, je ne trouve pas la fonction que tu es en train d'utiliser. Donc c'est un premier point noir par rapport à mon Rex.
Le deuxième, c'est le debug de l'application iOS sur Xcode. Alors certes, si on est développeur Android, c'est assez simple parce que c'est le même environnement de développement. Mais comme vous l'avez vu sur le fichier qui est généré, eh bien, si on est sur du développement sur Xcode, on ne va pas pouvoir, par exemple, mettre des breakpoints. Il existe d'autres IDE tels que AppCode qui permettent d'ajouter cela. Mais ça reste juste là parce que si on veut, par exemple, vérifier une variable à un certain moment T, ce n'est pas encore disponible. Donc, deuxième point noir. Et le troisième, ça va être l'utilisation de fonctionnalités natives. Parce que si vous êtes, par exemple, développeur Android et que vous ne connaissez pas trop bien tout ce qui est iOS, comment on va implémenter, par exemple, des appels, etc., bah, c'est là où ça devient un peu évident que la discussion entre les deux communautés, on peut améliorer les choses. Donc finalement, en takeaway, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de la mutualisation sous format de bibliothèque, ce qui permet de la modularisation mutualisée. Ça nous permet aussi d'utiliser cette technologie à n'importe quel moment d'un projet et ne pas juste attendre en fait, un projet from scratch pour l'utiliser. Dès qu'on voit qu'il y a pas mal de doublons de code dans les deux projets iOS et Android, on peut commencer à le faire en commençant juste par exemple à tirer une branche, faire la configuration et commencer à mutualiser les cas les plus simples. Deuxième point, certes, c'est une technologie encore jeune, qui est encore expérimentale, mais qui est aussi en constante évolution et qui a une communauté très très active. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller par exemple sur le Kotlin Slack, qui sont très actifs, surtout les différentes personnes qui ont créé des bibliothèques mutualisées. Ça permet vraiment de faire de la mutualisation encore plus rapidement. Et puis finalement, ça utilise un langage qui est moderne. Alors, Swift aussi, pour ne pas vexer les personnes d'iOS aussi, c'est un langage moderne et que j'ai trouvé aussi qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux d'ailleurs, surtout quand on ne fait pas de l'UI. Et du coup, le fait que ça ressemble, ça aide beaucoup au fait la discussion entre la communauté Android et iOS pour le développement d'un code qui sera modularisé et partagé et gagner du temps de développement. Donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Merci pour la présentation. Donc j'aurais deux questions. La première question, c'est comment se passe le design de l'UI sur iOS? Et la deuxième question, c'est quelles sont les limitations de ce nouvel outil? Alors, pour ta première question, donc, au fait, ce que j'ai présenté, c'était le développement d'un projet multiplateforme. Donc, il y a bien en fait une application iOS sur Xcode. Donc, on va utiliser en fait du Swift. On va faire comme n'importe qui est développeur iOS, il sait faire sa propre application iOS. Bon, en fait, ça va être vraiment du natif au fait côté UI. Et pour ta deuxième question, c'était quelles sont les limitations, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêcherait maintenant d'utiliser du Kotlin pour les deux? Alors, comme je l'ai cité, premier exemple, donc les tests. C'est vrai que bon, si ça marche sur la JVM, c'est bien, mais on peut se retrouver avec des cas où ça ne marche pas côté iOS en utilisant un vrai émulateur iOS ou un vrai device. Aussi la partie documentation. Donc, tu as pu voir que le fichier généré, c'est un fichier un peu illisible. Donc, le fait de bien documenter au fait, ce qui va être généré et ce qui va être utilisable, ça peut aussi apporter des choses en plus. Et le troisième point, ça va être vraiment la discussion entre les deux équipes qui est vraiment importante parce que si on se retrouve à vraiment utiliser des implémentations qui sont natifs, si un développeur Android il n'a jamais fait au fait de l'iOS, ça pourrait être compliqué à lui seul au fait de le faire. Donc, techniquement, on peut tout faire. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment exploité
la totalité de cette technologie, surtout qu'elle est encore expérimentale. On peut aller vers plusieurs discussions, par exemple, que sais-je, l'implémentation d'une CI, ça j'ai pas encore testé, mais imaginons on veut une CI qui fait tourner du coup cette bibliothèque qui est partagée, comment on va pouvoir gérer cela, etc. Donc il y a encore plein de questionnements. Et je t'invite d'ailleurs à aller sur le Kotlin Slack, il y a plein de discussions sur les différentes bibliothèques que la communauté sorte, les différents questionnements, et c'est vraiment intéressant à voir. Je t'en prie. Une autre question. Bonjour. En fait, j'aurais deux questions. Quel pourcentage de code nécessite des implémentations spécifiques par exemple, dans ton cas, quel pourcentage de code a nécessité des implémentations spécifiques avec Actual et Expect? Et après, j'aurais une deuxième question. C'est, j'ai l'impression que justement, Kotlin, c'est plus multiplateforme, c'est plus pertinent peut-être pour le code, les codes API, non? Plus bas niveau. J'ai eu cette impression-là, puisque c'est là où il y aura le plus de code réellement partagé. Oui, exactement. C'est ce que j'essaie de faire pour mon POC. C'est vraiment de mutualiser tout ce qui est logique, tout ce qui est appel réseau, etc. Et en termes de calcul, de code qui est vraiment réduit. Alors c'est difficile à quantifier parce que il faut se dire, si on va créer une application qui est purement UI, au fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser cette technologie. Mais dès qu'on commence à avoir pas mal de logique, pas mal de fonctionnalités derrière, c'est là où ça commence à être intéressant. Ce que j'ai ajouté aussi, c'est le fait que Kotlin et Swift, j'ai trouvé que ça se ressemble beaucoup. Du coup, si on a vraiment une partie shared code où il n'y a pas beaucoup de expect actual, là on peut vraiment dire qu'au fait on a vraiment divisé le code en deux si c'est vraiment que de la logique métier ou autre. Et dans ton code, dans ton POC, c'était quoi le pourcentage justement de... Alors j'ai pas vraiment calculé le pourcentage pour... Du coup, comme c'est tendance, j'ai deux questions aussi. La première, c'est sur le plugin CocoaPod. Ouais. Ça te génère du coup... Mais comment ça fait en fait pour intégrer avec CocoaPod le projet directement dans ton projet iOS? Ok. Alors pour CocoaPod, au fait, tu vas utiliser le plugin au niveau du buildman Gradle. Par la suite, il y a plusieurs choses à exécuter sur le terminal dans la commande podspec qui va générer au fait un fichier de spécification à la bibliothèque. Puis par la suite, créer un fichier, un podfile pour définir le lien en fait direct vers cette bibliothèque, la partie shared code, et faire un pod install, et du coup directement on va pouvoir utiliser sur la partie iOS. Et pour tout ce qui est build, à chaque fois, par exemple, si tu es sur l'application iOS et que tu as besoin de build de projet, enfin à chaque fois que tu vas build de projet, s'il y a par exemple une différence, quelque chose qui a changé au fait dans la bibliothèque, dans la partie shared code, il va essayer de tout rebuild au fait lui-même directement en fait côté Xcode. Alors qu'avant, il fallait écrire un script sur Android Studio et le lancer à chaque fois qu'on veut vraiment utiliser les nouvelles fonctionnalités sur Xcode. Et c'est là l'avantage d'utiliser le plugin fourni CocoaPods. Ok. Et la deuxième question, du coup, c'est est-ce que c'est pas quand même une énième techno provenant de la majorité des développeurs Android pour, du coup, comment dire ça, mettre, on va dire... attention, je vais peut-être pas survivre à la soirée. Mais est-ce que c'est quand même pas le débarquement d'Android sur iOS Donc voilà quoi. Alors quand tu dis énième, peut-être pas énième, mais si on prend l'exemple de d'autres technos tels que React ou que sais-je, en fait ici l'avantage c'est que on va vraiment utiliser un langage qui est connu par du coup les développeurs Android déjà de base. Donc, ce qui permet plus facilement d'intégrer quelque chose qui est mutualisable pour les développeurs Android. Et le deuxième argument, c'est que, enfin, c'est à titre personnel, mais j'ai trouvé vraiment, je le redis, genre
Swift et Kotlin, surtout quand c'est vraiment pas du code UI. Je trouvais que la syntaxe, par exemple, ça se ressemble beaucoup, et du coup, ça aide à l'autre communauté, du coup, de plus facilement aussi comprendre le code qui est généré. Donc, peut-être je vais revenir sur une question qu'il a posée sur l'histoire de CocoaPods. Il est possible en fait de générer un point zip côté Kotlin multiplateforme avec Gradle et après donc pusher sur Nexus, voilà. Et après côté CocoaPods, côté iOS, on peut faire. Il faut aller chercher le fichier. Donc, on peut aller exactement avec le point zip, donc avec CocoaPods pour avoir la version. Deuxième chose, j'ai une question sur la version de Kotlin que vous utilisez. C'est quelle version? Je sais pas si... Alors, quand j'ai parlé de la version du début, quand il y a eu les projets multiplateformes, c'était du Kotlin 1.2. Mais moi, dans mon POC, ce que j'ai utilisé, c'est vraiment, je crois que j'étais en 1.3.5, qui est l'une des dernières versions. 1.50 .50, oui, qui est l'une des, je crois, dernières versions, ou la dernière, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, je sais pas, moi, j'ai un projet de travailler dessus et le problème, j'ai un problème avec la gestion de mémoire qui est en fait tout projet sur iOS 1, tout objet qui est créé n'est pas réalisé de la mémoire. Je ne sais pas s'il y a une conf, si tu as remarqué ça ou s'il y a une conf spécifique pour... Sur iOS ou sur iOS seulement, ouais. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience sur le développement iOS. Là, vraiment, je viens d'un domaine qui est vraiment Android. Et c'est vraiment en utilisant un peu Kotlin multiplateforme que j'ai un petit peu fait le pas vers de l'iOS. Mais pour ta question sur la mémoire, j'ai pas encore... D'accord. Ok, ça marche. Moi, j'ai dû revenir sur Kotlin 1.3.30 pour que ça marche. Si jamais quelqu'un rencontre le même problème. D'accord, ok. Mais il faut savoir un dernier commentaire sur, par exemple, j'ai déjà eu des problèmes de version avec Kotlin. Par exemple, si vous êtes en 1.3.50 et que vous utilisez une bibliothèque qui utilise du 1.3.30, et des fois, ça peut aussi générer des problèmes là-dessus. Du coup, il faut revenir aussi, par exemple, exactement. Regarder les autres dépendances. Merci.